Alors, l'intérêt de l'informatique, c'est qu'il ne faut pas forcément être bon en maths, il faut être surtout logique. Et la logique du droit qu'on apprend à la fac, elle sert énormément dans le code. Donc, il y a des liens très forts. Les illuminés du droit, vous les appelez les moutons à 5 pattes, vous les appelez aussi le nouveau normal. C'était le thème des derniers rendez-vous des transformations du droit avec l'ami Liaison Groupe Carnot. Nous avons le plaisir de vous proposer des portraits de juristes qui ont évolué, qui ont réalisé des choses un petit peu différentes, bien loin du droit, très près du droit parfois, ou alors des gens qui ne connaissaient pas le monde du droit et qui ont découvert les opportunités dans ce secteur industriel qui nous passionne tous. Et aujourd'hui, j'ai l'avantage de recevoir un confrère qui a eu la sagesse d'aller s'installer un petit peu dans le sud, qui est très entrepreneur. Bonjour Franz Vasseur. Bonjour Stéphane. Très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir pris le TGV pour nous ce matin. On va retracer votre activité. Aujourd'hui, vous êtes aussi le PDG de quelque chose qui s'appelle Registre Général. Je crois qu'on l'a chanté dans les couloirs des rendez-vous des transformations du droit. Ça a été chanté, ouais. J'aurais voulu être un registre pour pouvoir faire mon capital. J'aurais voulu être un PV pour être dans le registre général. Donc c'était une en folle situation, passion. donc c'était mieux, voilà. On verra aussi que vous avez des talents d'imitateur et tout. Alors on peut se dire finalement, dans une cour, un prétoire, il y a le côté sérieux de Franz, et puis dans ce côté entrepreneurial, il y a le côté un petit peu plus agitateur. Si on reprend l'étudiant que vous étiez à Nanterre, c'était quoi? C'était le sport et l'histoire, si j'ai bien compris. Ça, c'était avant le droit. C'était avant le droit. Et tout d'un coup, je suis arrivé en droit et c'était facile. Donc j'allais en cours, je travaillais un peu, j'avais bonnes notes. Et donc à Nanterre, et il y a certains qui se reconnaîtront, il y avait l'âme de fond, qui était un syndicat estudiantin. On allait proposer du Beaujolais nouveau aux profs. Et donc on a eu une super scolarité à Nanterre. On apprenait et on se marrait bien, quoi. Et puis vous n'êtes pas allé trop loin puisque vous avez débuté au bureau Francis Lefebvre à l'époque. Exactement, oui. On a reçu, alors là, chez les fiscalistes, Philippe Grousset, qui était directeur général jusqu'en juin dernier de cette institution. Démarrer quand on est jeune dans cette institution, ça doit être quelque chose d'incroyable. Ben, le mot qui compte, c'est institution. C'est-à-dire qu'on avait à notre tête un ancien inspecteur des impôts. Donc s'il y avait une sorte de courroie de transmission entre le privé et les services fiscaux. Et le bureau Lefebvre sert d'interprétation, de compréhension, de lien entre les deux. Donc on rentre dans cette maison qui a été fondée en 1934, de mémoire. On est tout petit, on est très fiers, et on progresse dedans avec ceux qui sont là. Et vous croisez un camarade devenu célèbre, Louis de Gaulle, je crois. Exactement, de Gaulle, Gilles Lasserie, beaucoup d'autres, et qui ont fait des carrières très, très variables. Mais on a en commun ce respect d'un droit qui est honnête. On ne triche pas, quoi. Parce on ne triche pas quand on fait du droit. Parfois, on tord un peu les règles. On était collaborateurs salariés, donc il y a un côté rail, pérennité pendant longtemps. Donc voilà, c'est un droit qui dure, quoi. Et pourtant, cette pérennité, c'est 4 ans. Pourquoi? C'est pour des questions d'entrepreneuriat? Parce que j'imagine qu'une maison structurée comme celle-ci, c'est un petit peu difficile d'être entrepreneur en dehors des sections. Exactement, c'était très cloisonné, et j'étais dans la section contentieux droit des affaires. On plaidait beaucoup tous les jours, c'était extraordinaire. Mais quand j'ai voulu aller en amont des problèmes qu'on gérait, là, il y avait plusieurs parois qui faisaient qu'on ne pouvait pas passer du contentieux au conseil. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Philippe Brunswick pour apprendre le conseil en droit des affaires. Il y avait déjà une première expérience entrepreneuriale, je crois, entre les deux? Alors voilà, entre les deux, il y a cette idée d'un brevet qui est né dans un avion entre Paris et Le Caire. On commençait à voir au bureau Lefebvre arriver tous ces emails, quelle valeur ça avait, qu'est-ce que ça peut, comment ça s'interprète. Et c'est là où je me suis lancé dans la rédaction d'un brevet sur la lettre recommandée électronique, de manière à avoir des communications stables, certaines, pérennes, entre les avocats, les institutions, les clients, etc. Brevet déposé en septembre 2000. Mais alors, pas de background technique, technologique. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? C'est une initiative perso. C'est en fait retrouver... Si la littérature était plutôt votre point fort, les maths ne l'étaient pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire un brevet? Alors, l'intérêt de l'informatique, c'est qu'il ne faut pas forcément être bon en maths, il faut être surtout logique.
Et la logique du droit qu'on apprend à la fac, elle sert énormément dans le code. Donc, il y a des liens très forts. Et il se trouve que tout gamin, moi j'ai commencé sur un Apple IIe avec des floppy disks, des 3 pouces et demi. Donc j'ai toujours fait un petit peu de code comme ça, donc ça ne m'est pas étranger. Et après, quand on rédige un brevet ou une expression de besoin, c'est avant tout la logique qui va primer et qu'est-ce qu'on veut rendre comme service. Et l'observation du client et du comportement du client et de ses conseils, j'imagine. D'arriver à coller à ce que peut faire l'utilisateur. Et pas l'imaginer, pas avoir un consommateur imaginaire qui ferait ce qu'on veut. Non, il faut coller à la réalité du consommateur, de l'utilisateur. Et derrière ce brevet, des débuts de commercialisation, ou comment est-ce que vous avez réussi à tenir, donc là c'était Brunswick à l'époque, comment est-ce qu'on arrive à faire les deux activités en parallèle, à une époque où je ne suis pas sûr que les barreaux comprenaient forcément ce que vous faisiez? Non, c'était totalement outsider, et grand merci à Philippe Brunswick qui... Comme il a fait HEC en plus du droit, il a un état d'esprit entrepreneurial. Il m'a appris à lire un bilan, il m'a appris plein de trucs. Et quand je lui ai raconté ce truc-là, il m'a dit « mais allez-y, quoi ». Et il m'a soutenu. Et donc on a bossé ensemble avec le cabinet Brunswick vis-à-vis de France Télécom, qui s'appelle Orange maintenant, FTR&D, pour développer ensemble. Ils avaient des briques logicielles utiles pour mettre en œuvre la solution. Et on a créé ce qu'on appelle un spin-off, qui s'appelait Certimel, où il y avait une équipe jusqu'à une dizaine de personnes pour faire le produit. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'avais toujours le brevet. Le patron de FTR&D est venu me voir à un salon où il y avait un beau stand. Et il a dit, écoutez, Vasseur, vous avez toujours le brevet, vous foutez de notre gueule, quoi. Et j'ai dit, non, mais voilà. Donc là, il y a un contrat où c'est la moitié tout de suite à France Télécom, pour tel prix. J'ai dit, mais si je veux pas, vous voyez le stand là, en 1 heure, tout est démonté. Bon, ok, donc j'ai signé. L'autre bout devait aller au spin-off, ce qui a été fait. Et à partir de là, France Télécom a pris les commandes. Et moi, j'étais un peu en retrait. Enfin, voilà. C'était. Ce qui vous a permis de vous consacrer à ce métier de conseil. Mais pourtant, l'aventure dure 4-5 ans, je crois, avec Philippe. Oui, parce qu'après sont arrivés des dossiers de propriété intellectuelle. Et mine de rien, ayant comme autodidacte déposé un brevet, puis une marque, puis négocié une copro avec l'équipe juridique de France Télécom, j'étais un des seuls à pouvoir en faire. Et donc, j'ai développé la propriété intellectuelle chez Philippe. Et puis après, j'ai pris mon envol et donc j'ai continué à faire les deux, le conseil en droit des affaires mixé avec la propriété intellectuelle. Alors, avocat entrepreneur, là, c'est un vrai exemple qu'on devrait partager dans les écoles d'avocats, j'imagine. Du coup, c'était en avocat solo, avec un peu de collaborateurs, la possibilité de mieux vous organiser. Comment est-ce que vous avez fait les choses, du coup? Indépendant. Indépendant, Ouais. Solo. Parce que j'avais vu chez Philippe Brunswick comment ça fonctionnait. Et je ne sentais pas de refaire toute une structure. Par contre, j'arrive à maîtriser tous les maillons de la chaîne. Donc, si le moment venu, je veux faire un cabinet un peu plus costaud, je saurais comment faire. Encore que, ce qu'on voit, Stéphane, aujourd'hui, c'est que les techniques évoluent tellement que ça change la manière de faire un cabinet d'avocat aujourd'hui. Je crois que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, d'ailleurs, est un modèle un petit peu original. Ça fait partie, comme Square, comme d'autres de ces modèles. Constellation, on va en parler un petit peu, ce sont des amis. Avec plaisir. Donc, Constellation Avocat, fondé notamment par Pierre Caled, Alexis Moisan et d'autres. Constellation, ce n'est pas par hasard ce nom. C'est une constellation d'avocats, experts chacun dans leur domaine, qui vont s'entraider, partager des outils communs et qui vont intervenir selon les dossiers s'il y a un besoin à 2, 3 ou plus. On a cette capacité de monter en puissance pour servir le client tout en restant indépendants nous-mêmes. Une sorte de coopérative finalement, de partage de moyens, mais de moyens intellectuels et pas de loyer et de mètres carrés. Voilà, on est exactement. Qui donne plus d'imagination, qui donne plus de liberté, plus de souplesse. Qui est une histoire d'amis, en fait, peut-être. Oui, puis avec des règles assez claires. On garde notre autonomie, on partage des savoir-faire, des outils, on monte en équipe sur certains dossiers. C'est surtout la souplesse, tout en ayant un lien avec des consoeurs et des confrères. Avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Et ça se combine en fait avec Registre Général que vous avez monté et accéléré avant de rejoindre Constellation, je crois. Oui, tout à fait. Registre Général ? Ouais. Registre Général, c'est de la balle, Stéphane. Ah oui, c'est l'autre talent, ça. Mais oui, faut en parler tout de même, les registres. Ça ennuie tout le monde et je reste poli. Mais avec Registre Général, c'est beaucoup plus facile.
Alors, c'est arrivé comment? C'est un client qui avait des emmerdes et vous aussi C'est que moi, pendant 20 ans, j'ai rempli des registres papier, quoi. Oui. Les registres de procès-verbaux, on se met avec un photocopieur, avec des feuilles à trous, la veille du closing, bourrage papier, enfin, terrible. Registre de mouvement de titres. On reçoit toute la table de capitalisation, il faut créer les comptes d'actionnaires à la main, un par un, au crayon de papier. Et donc, je cherchais des solutions, il n'y en avait pas, parce qu'on n'avait pas le droit de faire autrement qu'en papier. Et il y a un décret du 24 décembre 2018 qui a permis de le faire sur blockchain pour le registre de titres. Puis en octobre 19 pour les procès-verbaux. Et ça faisait 2 ans que je travaillais le sujet, que j'échangeais avec des députés sur ce thème-là. Et quand ça a été prêt, grâce à Thomas Saint-Aubin notamment, qui vraiment m'a donné le coup de main. On dit bonjour à Thomas. Et ouais, salut Thomas, vraiment merci. Christophe Lemay, Antoine Micot, Marc de Cryptown et d'autres, Maud Gillet, avocate et aussi voilà, il y a France chef de Digital projet. qui défile là. Ouais, voilà, mais et donc dès le début on était plusieurs. Oui. On est encore plus nombreux aujourd'hui parce que se sont ajoutés des compétences, des investisseurs, des institutionnels comme la conférence des bâtonniers, comme l'itinérant. Et donc cet outil, on l'a voulu par les juristes pour les juristes. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution... Et les experts comptables qui font aussi partie des juristes. Ils font partie des juristes. C'est souvent eux à la fin qui vont tenir les registres. Hein. Donc le but, c'était l'ergonomie avec une consigne comme sur le papier, mais sur un écran. Oui, pour donc que les gens soient quelque pas chose perdus. de didactique Voilà, et il faut qu'on comprenne de tout de l'UX par nature. Voilà, donc du coup, on permet de tenir les registres de titres, de procès-verbaux, registres du personnel, registres sur mesure, et après, on peut faire des formalités annonces légales. Mais le cœur, pourquoi les registres? C'est le cœur de la personne morale. Une personne morale, ça n'existe pas, on ne peut pas la toucher. Il y a des indices publics, le numéro sirène, ce qui est déposé au greffe, et des indices privés, et ça va être ces registres-là. Et dès qu'il y a une opération de capital, une réduction des transferts, ça sera dans les registres. C'est l'ADN d'une boîte, c'est la data room légale permanente, c'est ça qu'on propose. Comment est-ce qu'on fait pour combiner, on avait eu cette discussion avec Jean-Marie Valentin, l'activité de chef d'entreprise. Il y a combien de personnes maintenant chez Registre Général? Une dizaine avec des temps de travail différents. Différents. Mais comment est-ce qu'on arrive à être et chef d'entreprise et avocat et avoir son cabinet? Il faut être rigoureux et ne pas mélanger les casquettes. Quand je suis avocat avec toute ma déontologie, tout ce que j'ai appris. Et quand je suis chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise. Avec ma déontologie. Oui, mais bien sûr, parce que le CNB l'a voté. Mais il faut bien comprendre qu'on est chef d'entreprise. Le but, c'est surtout de satisfaire les clients qu'on adresse. Donc, c'est des échanges commerciaux. C'est un peu ça aussi, quand même. Oui, mais on est technicien quand on est avocat. Ouais. C'est comme ingénieur, métier d'avocat. Je mets à jour, je regarde le dernier décret, la jurisprudence. Donc on me demande une réponse précise. C'est un boulot de techos, de technicien du droit. Chef d'entreprise, c'est un peu jack of all tricks. C'est-à-dire qu'on fait un peu tout. Je participe aux réunions avec les développeurs, avec les commerciaux, je fais l'administratif. Donc et être chef d'entreprise, c'est savoir où on va. Un dirigeant qui ne sait pas où il va, il ne dirige pas. Il va dans le mur. Un dirigeant de cabinet d'avocat, s'il ne sait pas où il va, il peut aller dans le mur aussi, peut-être. On fait du droit, il faut qu'on trouve des clients. Je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas aussi multifactoriel que chef d'entreprise. Enfin, c'est du moins mon expérience. Non, mais c'est intéressant de voir votre perception et de voir comment vous arrivez à tenir les deux, parce que l'entreprise de droit et le fait d'avoir un cabinet, c'est... Là, vous avez raison, c'est que moi, j'exerce en indépendant. Si j'avais une équipe de collaborateurs, d'abord, je ne ferais pas chef d'entreprise à côté, parce qu'effectivement, je serais chef d'entreprise de mon cabinet. Vous avez raison, ça va, ok. Parce que je suis indépendant. Next step, comment est-ce qu'on projette le Franz Wasser dans quelques années? Alors si ce n'est donc une troisième activité accessoire avec l'imitation, l'animation des soirées, un petit coup de François Hollande peut-être, puisqu'on a eu Jacques Chirac tout à l'heure. Mais je vous le ferai ça. Mais c'est pas évident de se projeter aujourd'hui avec les bouleversements qu'on a dans le droit. C'est pas évident. Donc là, on est en train de digérer, après le big data, après la blockchain, on digère l'arrivée de l'IA générative, qui bouleverse quand même, mine de rien, notre manière de travailler. Qui fait gagner du temps, mais qui va aussi avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Donc il faut digérer tout ça. Où je serai dans 3-4 ans, je serai toujours avocat, avec des outils différents, pour servir, j'espère, tout aussi bien mes clients.
On aura peut-être plus un rôle de contrôle de ce qui est produit par les machines. Nous, avocats, sachant. Est-ce que ce qui a été généré par une IA est correct? Est-ce que c'est conforme? Mais du coup, vous avez peut-être l'organisation la plus adaptée, c'est-à-dire quelques années d'expérience, la possibilité d'utiliser, changer des produits en étant solo, ce qui est plus compliqué dans une organisation d'avocats. Ouais, oui, peut-être, mais dans une grosse organisation, vous avez les moyens financiers pour faire accélérer toute une équipe sur telle IA générative ou telle... Les deux ont leur avantage. En gros, vous êtes en train de dire que le marché risque de, comme tout marché mature, hein, de se vider au milieu et d'avoir d'un côté des solos et de l'autre côté des organisations structurées? Ça va être beaucoup plus facile d'être en indépendant. Parce qu'on a tous ces outils qui sont présents. Donc moi, dans le futur, on me l'a dit, Stéphane, Franz Wasser, dans 3 ans, je l'ai entendu. Non, j'arrive pas bien à faire Hollande, sauf parfois. Registre général sera à l'équilibre dans quelques mois, enfin dans pas très longtemps. Donc là, tout d'un coup, on va rentrer dans une dimension. On peut donner des chiffres ou est-ce que c'est équilibre, a priori, début 26. D'accord, voilà. OK. Et on développe déjà des nouvelles offres. Ce qui fait 10 ans, en gros, la société a été créée en 19. Oui, c'est ça, d'accord. Donc voilà, c'est un marché qui est long à conquérir. Hein. Je le dis à tous ceux qui veulent se lancer dans la legal tech. Pensez vraiment aux clients qui peut acheter ce que vous voulez lancer comme activité. Oui, parce qu'Antoine Nico a fait EasyQuorum, revendu à Volters. Voilà. Mais c'était sur le créneau des assemblées générales de sociétés plutôt cotées ou avec beaucoup d'actionnaires mutualistes. Donc il y avait un marché qui était déjà très mature. Exactement. Et des emmerdes à gérer. Et Antoine, il a une formation commerciale. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'avocats qui arrivent et qui se lancent là-dedans. Donc, oui, et même dans les legal tech, j'ai compris que c'était assez compliqué d'avoir des bons commerciaux, je crois. Exactement. Donc il faut vraiment penser à ça. Donc des nouveaux produits, des nouvelles offres sont en train d'arriver là sur Registre général. Donc il y en aura de plus en plus et on va s'adapter. Est-ce que l'IA va continuer ce développement exponentiel? Il y a 2 murs pour l'IA. Il y a le mur du ROI, du Return on Investment. Il y a des investisseurs qui disent qu'est-ce que vous avez résolu comme problème avec l'IA? À quoi ont servi ces milliards de dollars? Les réponses ne sont pas évidentes. Le deuxième mur, c'est les données. Là, les IA génératives ont pris un maximum de données avec des sujets sur le droit d'auteur qui étaient librement accessibles. Là, elles risquent d'arriver dans une phase de développement, comment dire, autophage. C'est-à-dire qu'elle va se servir des données produites par d'autres IA. Et ça va induire une défaillance systémique des IA. Donc le sujet, c'est les données, et il y a encore des données qui ne sont pas utilisées par les IA parce qu'elles sont hors réseau ou elles sont juridiquement protégées. Et donc, une réponse aux IA, ça va être la gestion, la souveraineté des données, mais une souveraineté active pour gérer les IA. Mais alors, si vous avez votre petite IA dans Registre général, moi je suis secrétaire général d'un grand groupe, ça peut être assez intéressant quand même d'avoir finalement cette IA qui creuse dans toutes ces données, toutes ces SAS qui ont des délibérations qui sont plus ou moins alignées, des remontées de dividendes qui vont être plus ou moins bien phasées. Il y a quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce qu'au niveau de mon périmètre grand société, grand groupe. Donc on est dessus. En fait, quand les développeurs disent on fait déjà de l'IA France. En fait. On en fait déjà depuis des années. Donc tu arrives avec ton truc, voilà. C'est bon. Parce que simplement l'ossérisation, c'est de l'IA. C'est l'IA. C'est déjà de l'IA. Donc là, on développe un petit module simple, c'est vous arrivez avec tout votre historique de procès-verbaux, un gros scan. Vous le mettez dedans, notre IA va permettre de tout découper, tout reclasser. Vous vérifierez, et quand vous validez, ça viendra dans vos registres de procès-verbaux. Donc ça, on est en train de le développer. Et on va faire d'autres agents IA pour des besoins, mais on veut d'abord répondre à une demande client. Là, c'est le cas pour cette fonction-là. Donc dès qu'on a 2, 3, 4 groupes qui disent ça, comme ça serait bien, on le met en développement. Ça vous manque pas de ne pas être un peu ingénieur ou de ne pas avoir fait des études d'ingé, finalement? Si j'avais du temps, là, je ferais du code. Enfin, du no-code peut-être plutôt. Du no-code peut-être, oui, parce que, ou alors mais en tout cas, j'apprendrais la chose informatique, oui, tout à fait. Écoutez, c'est très enthousiasmant de voir quelqu'un de curieux. J'espère que vous inspirez plein de jeunes avocats qui ont envie d'être entrepreneurs, qui n'osent pas et qui ne voient pas que c'est compatible.
Je peux dire un mot, Stéphane? Je vous voyais venir. C'est que je suis aussi vice-président d'Avotech. Ah oui, on n'en a pas parlé. Hein, et Avotech, c'est important, ça a été fondé par Matt Davy et toute une belle bande du départ. Au départ des Legal Tech, il y avait les Young Avotech, il y avait ça Avotech. réunit voilà, tous les avocats qui font des Legal Tech. C'est pas facile, c'est passionnant, mais il faut de l'entraide et Avotech, c'est fait pour ça. Et il y a quelques soirées qui sont sympas sur la plage. Il y a des soirées, on a un site avotech.club, venez chercher des infos, enfin voilà. Et on peut donner des coups de main là-dessus. Voilà, et puis il y a aussi Open Law, le droit ouvert, puisque c'est avec Open Law qu'on fait ce programme et les amis de l'Ami Liaison. Un grand merci, Franz Waster, d'avoir pris du temps pour nous. J'espère qu'il fera plus chaud sur votre moto quand vous repartirez. Mais sûrement, là, vous m'avez réchauffé le cœur, Stéphane. Ah, écoutez, alors j'en suis très heureux et j'espère qu'on aura encore plein de petits registres pour le Père Noël prochain et que vous reviendrez sur cette antenne pour parler de vos développements et peut-être un peu plus d'Avotech. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt et on se retrouve pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure.